Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de 1000 sabords. Je dirais même plus. Pressez ce bouton écrit et dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous, ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Bienvenue à toutes et à toutes aux confins de l'angoisse et du frisson, au seuil de la peur, où l'horreur se mêle au mythe célèbre et le fantastique à la trivialité du quotidien. À mes côtés, Quentin Boëton, vidéaste, compositeur, plus connu sous le nom d'Al236. Il se définit comme un archéologue des univers fictifs et il cherche une entrée vers le labyrinthe de l'imaginaire. À ses côtés, Maïté Grandjean, qui avec 2 bandes dessinées en guise de carton d'invitation, nous convie au royaume des morts. Que ce soit avec un récit sur le deuil ou une relecture du mythe d'Orphée, elle nous guide aux frontières du réel pour interroger notre rapport à l'amour et au néant. Donc je vais vous laisser en compagnie de ces 2 complices pour une étrange quête initiatique où votre curiosité risque bien de laisser place à une angoisse sourde. Merci. Eh ben, bonjour tout le monde. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de pouvoir échanger devant vous aujourd'hui. Moi, je suis très heureux d'échanger avec Maïté aujourd'hui. On va parler de son travail et principalement de Léna à la Tressole, qui est l'œuvre sur laquelle on a fait un focus. Mais avant un petit peu de partir plus avant dans le cœur du travail, j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de ton parcours, à la fois même brièvement un peu des études ou pas que tu aurais faites dans ce sens. Et qu'est-ce qui, de tous les médiums artistiques vers lesquels tu aurais pu te rendre, pourquoi est-ce que l'art séquentiel, c'est celui sur lequel tu t'es arrêté? Qu'est-ce qui t'amène que tu pourrais pas forcément trouver ailleurs? Alors déjà, bonjour. Alors, pourquoi la BD? Moi, quand je suis arrivée à l'école, j'étais à la IR à Strasbourg, c'était plutôt l'illustration. En fait, c'était le rapport entre le texte et l'image. Et dans mon bagage, il y avait plutôt de la peinture, du dessin sous toutes ses formes, et du cinéma, de la littérature. Et donc la BD, à vrai dire, ma culture BD à l'époque est toujours maintenant et moindre que celle de collègues plus BDphiles. Mais c'était pour moi le point de jonction et entre tous ces arts. Et on avait même fait à l'époque avec 2 collègues, Pierre Chevalier et Flore Chemin, on avait fait un manifeste de bande dessinée où on revendiquait fièrement le caractère hybride de la BD et son adelphité. Enfin, on l'a pas dit comme ça à cette époque, mais son adelphité avec le théâtre, avec le cinéma et la volonté de revendiquer une bande dessinée conceptuelle, de recherche, etc., très contemporaine et de pas rougir par rapport à d'autres arts qui seraient plus prestigieux, quoi. T'avais pas spécialement une culture depuis gamine, je lisais ce genre de trucs, j'ai été attiré par la BD, c'est plus quelque chose qui s'est affiché comme une convergence de choses qui te touchaient dans chacun de leur côté, entre guillemets, quoi. Oui. Après, il y avait un amour du livre, il y avait beaucoup de livres à la maison. Ma mère, elle travaillait dans l'édition. Et mon arrière-grand-père, du côté de mon père, il était affichiste, il était illustrateur et peintre. Donc, il y a... T'as grandi comme un peu avec l'image, entre guillemets, quoi. Et l'illustration, même, au-delà de ça. En fait, c'était comme considéré comme un métier comme un autre, j'imagine, dans ma famille, même si ma famille, ils font pas vraiment ça, à part cet aïeul lointain. Donc, on t'a pas regardé de travers quand t'as émis ce souhait. J'ai dit ça, ils m'ont dit ok, bon écoute, ta sœur est marin-pêcheur, donc si tu veux, en termes de précarité, Okay. On s'en fout, voilà. Alors, je précise que c'est pas le cas de toutes les familles, du coup, parce que les filières artistiques font souvent plus lever un sourcil que de l'approbation. Donc ça, au moins, c'est un truc qui a été accueilli plutôt. Ouais, complètement. Et même, je devais les inquiéter. Je devais leur dire, mais vous savez, je vais être pauvre et tout. C'était là, ouais. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce 2e album qui est sur la droite, qui s'appelle Léna la Tressole. Et pour celles et ceux qui éventuellement n'auraient pas forcément encore lu l'album, on va vous le résumer très brièvement. Moi, c'est l'œuvre par laquelle je t'ai découverte et par laquelle on nous a mis en relation parce que voilà, il y avait moi, j'ai été très touché par cette œuvre. Il y a beaucoup de choses qui me parlent énormément dedans, donc j'ai plein de questions, tant sur la forme que sur le fond. Mais on va le résumer donc très brièvement. Donc, on suit en fait l'histoire de Léna, une jeune femme qui, on a l'impression, a quitté un peu son entourage pour aller dans la maison de sa mère, qui n'est plus là. Donc, on suppose probablement que la maman est décédée et qu'elle vient en fait terminer ce qu'il faut faire dans la maison. Et notamment, il y a des travaux d'électricité qui sont à terminer, etc.
Et on devine par ces discussions téléphoniques qu'elle est partie sans prévenir son conjoint. J'ai l'impression, voilà, c'est ce qu'on comprend. Donc il y a quelque chose d'assez solitaire. Et ce qui commence comme quelque chose d'assez mélancolique va très vite, et j'ai préparé des petits slides, voilà, donner lieu à des choses surréalistes, étranges, angoissantes, qui sont qu'on va développer un petit peu plus après. Mais voilà, en gros, le contexte dans lequel l'histoire de Léna se développe. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est, avant même de parler de l'œuvre en elle-même, comment est-ce que des bribes de choses qui traversent ton esprit vont te faire dire, tiens, ça, j'ai la trame pour une histoire, j'ai quelque chose. C'est quoi le processus mental qui te fait dire, je vais écrire sur Léna? Est-ce que c'est biographique? Est-ce que c'est des idées? Est-ce que c'est de la création pure? Comment tu abordes tout ça? Alors, il y a un mélange de choses. En fait, c'est comme si, il y avait un moment une convergence de trucs qui se retrouvaient. Disons que pour Léna, le postulat de base, c'était, OK, dans mon premier livre, j'étais assez évocatrice, j'étais pudique, j'avais 25 ans, etc. Et là, je me suis dit, OK, en fait, le travail d'écriture, c'est un engagement émotionnel, personnel. Et donc, j'ai envie de raconter des choses, j'ai envie de poser des questions auxquelles j'ai pas la réponse. Ta vie, pour le coup, dans ma vie personnelle, voilà. Mais en même temps, c'est pas de l'autobiographie. Léna, elle a perdu sa mère. Moi, ma mère est toujours là. Donc, c'est vraiment une fiction. Mais c'est une fiction où, en fait, les questionnements du personnage, c'est aussi les miens qu'on fait avec l'angoisse de la solitude, de la maladie, de la mort. Est-ce que c'est plus inquiétant d'être seul ou avec des présences indésirables? Enfin, voilà. Et donc du coup, tu as cette idée de vouloir parler de ça, mais en termes de peut-être d'intrigue, où là, tu as cette idée de, je suppose, c'est Léna qui vient au départ avec ses questionnements, mais comment est-ce que tu vas dire, tiens, je vais la faire de tel âge, elle a un mec, elle a pas de mec, est-ce que... Enfin, tu vois, il y a tout plein d'éléments comme ça, assez scénaristiques. Ça, c'est un truc qui se fait, ça se fait assez naturellement, ou alors il y a un vrai travail où tu te prends la tête de dire, comme un scénar de film un petit peu, ça se fait facilement ou pas? Franchement, sur Léna, c'était une tannée parce que à partir de ce constat de j'ai envie de me mettre en jeu, il faut le faire. Tu ouvres un couvercle plus personnel, quoi. Et donc, en fait, il y a eu plein d'histoires potentielles sur Léna. C'était une histoire avec une meuf qui allait pas bien, qui allait voir son psy. Elle partait, je sais pas où, dans le métro. Son psy la suivait dans une ça, c'est des choses que t'as d'enfer. un peu... Tout ça, ça n'existe plus. Mais tu l'as couché quand même sur papier en disant, tiens, je pourrais faire ça. Oui, ça s'appelait La Morsure. Génial, d'accord. Il y avait la morsure et la morsure. Il y avait des histoires de traces de dents dans des gens. Enfin, ça a pris vraiment beaucoup de formes. Et du coup, on retrouve des traces. Par exemple, le truc du métro, là, c'est esquissé dans ces tunnels, etc. Je sais qu'on va y venir, mais c'était... en fait, je pense que de mettre du temps à écrire un bouquin, parfois, il y a plein de bouquins panés à l'intérieur, quoi. Ok, c'est très intéressant. Et du coup, dernière petite question là-dessus, est-ce que tu écris du texte d'abord avant même de dessiner? C'est d'abord du texte ou... C'est un mélange parce que tu parlais des points de départ. Il y a aussi un point de départ visuel. J'avais fait une image où il y avait une nana qui écoutait dans un coquillage. Et donc, la blague initiale, enfin, c'est une blague, le jeu de mots initial du truc, c'est écouter la mère dans le coquillage, écouter la mère, la daronne. Voilà, blague freudienne. Non, mais c'est que c'était pas trop lourd parce que j'ai pas pensé à ça tout de suite. Tu l'as bien amené, très cool. Ok. Mais donc, il y avait cette image-là que je trouvais entêtante aussi, ce gros coquillage qui, au-delà de la blague, est une forme de sexe féminin, ce truc du téléphone. Et puis moi, j'adore tous les objets creux qui sont des contenants, c'est-à-dire que tu en fais sortir un crabe d'ailleurs, du coup. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans les coquillages, qu'est-ce qu'il y a dans les œufs, qu'est-ce qu'il y a dans les bouquins, qui sont des contenants, toutes les boîtes, etc., les cartons. Puis j'ai vu un petit peu un retour à l'enfance aussi, de retourner à la maison de ta mère, et c'est un truc qu'on faisait vraiment gamin, d'écouter l'espèce de bruit blanc. Ok, d'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il y a vraiment des ersatz, ou en tout cas des restes d'artefacts, de choses que tu as fait avant et que tu as laissé un peu volontairement, en disant ça marche bien malgré tout. J'ai envie de laisser aussi une part de choses que j'arrive pas forcément à comprendre totalement moi. Tu t'es laissé un peu de latitude, un peu si tu veux, inconsciente vis-à-vis de l'œuvre ou En tout cas, je suis contente que cette latitude, elle continue d'exister, parce que pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire qui nous échappe, autant en tant que personne qui écrit que personne qui reçoit. Et donc, c'est dosé, en fait. C'est à quel point on explique et on n'explique pas, à quel point on tient la main de ses lectrices. Et voilà. Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, je voudrais m'arrêter un petit peu sur une question un petit peu de forme, entre guillemets, qui m'a pas mal intrigué. C'est ton rapport au texte et aux bulles. En fait, je sais pas comment dire ça, mais là, j'ai mis quelques pages en exemple. Et en fait, dans Léna, il y a jamais de bulle qui sortirait de la bouche d'un personnage pour nous dire qu'elle est en train de téléphoner ou quoi aux caisses. Tout est inscrit dans une sorte de cartouche, case que tu as mis en bas et où tu écris un petit peu presque comme un dialogue, hein, avec des tirets, et puis chaque personnage qui est même pas dénominé, mais il y a quelque chose, donc ça crée un rapport pas forcément littéraire
littéraire, mais assez étrange avec ce qui se passe. Et du coup, je l'ai vu un peu comme une façon de laisser tes images vierges, parler pour elles, etc. Et il y a un petit élément qui m'a un peu amusé, c'est que il y a tout un rapport avec le téléphone dans la. Alors je sais même pas si on dit BD, roman graphique, comment tu voudrais l'appeler. On dit BD. BD, très bien. Donc dans la BD, et il y a notamment un téléphone qui va sonner et l'obséder. Et le problème est qu'elle ne trouve pas d'où vient la source, en tout cas, voilà, un moment. Et que tu as choisi là pour le coup, d'inscrire la sonnerie sur la case, et on le voit presque comme quelque chose qui vient perturber cette espèce de. Ouais. Et du coup, voilà, c'est des petits éléments qui m'ont intéressé, mais je voulais savoir toi, quel était ton rapport au texte dans un cadre de BD, sachant que tu as fait des choix assez spéciaux. Oui, pour ce truc-là du son, en fait, je pensais au début de Il était une fois en Amérique, où il y a la sonnerie comme ça qui dérange pendant des plombes, et je pensais à ce truc-là, et je me suis dit comment faire pour déranger. À un moment, le drill, il était énorme sur l'image comme ça, il empêchait la lecture. Mais oui, en tout cas, moi, je viens de la BD muette, donc mes premiers récits à l'école, c'était complètement silencieux, parce que je voulais pas que on se raccroche au texte pour comprendre. Donc moi, en tant que lectrice, ça me saoule d'avoir plein de trucs à lire. Ouais. Ou je lis pas, ou je lis trop, et du coup, je regarde pas les images. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, je vais dire que je revendique le fait que, enfin, j'ai pas inventé la BD muette, mais voilà, que l'image c'est un langage. Que on est un peu comme paresseux de vouloir se raccrocher aux mots, qui par ailleurs sont hyper polysémiques et aussi traîtres en fait. Donc, et l'image, elle n'est pas là pour colorer d'une manière sentimentale, elle n'est pas là pour être didactique. Enfin, ça arrive, mais pas tel que je l'entends. Et après, quand il y a eu Fantasma, puis Léna, j'ai mis du texte parce que, en fait, quand tu fais de la BD muette, tu passes beaucoup de temps aussi à expliquer des choses qui pourraient. Donc voilà, je dis, ok, je vais pas être rigide là-dessus. Je vais pas en faire un principe moral de pas mettre de texte. Par contre, il y aura du texte vraiment quand j'ai pas le choix, et le texte n'est pas le cœur du truc. Et du coup, moi, j'ai à cœur aussi, quand tu regardes les dialogues dans Léna, que les dialogues, ils aient une forme de pauvreté, ils soient des dialogues du quotidien. Salut, ça va, t'es où, tu fais quoi, t'es relou, machin. Pas mettre d'emphase particulière voilà, sur ce c'est texte. Pas littéraire. Il y a pas de qualité littéraire dans le texte. Et quand il y en a pas, comme dans la vie, quoi. Quand on fait des trucs, on parle pas tout le temps, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans Léna, c'est que j'entends très bien ce que tu dis dans le sens où ça aurait presque pu être une BD muette. S'il n'y avait pas eu les coups de fil, entre guillemets, on aurait pu tout à fait s'en passer. Mais je trouve que bizarrement, de façon voulue en tout cas, le fait qu'il y ait un peu de texte met encore plus en exergue sa solitude et les moments où il n'y en a pas. Et du coup, en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant, ta façon d'aborder. Et dans Fantasma, si je me souviens bien, le texte est carrément sur la page de gauche, et on a plutôt les images, et puis ils sont écrits... C'est presque un dialogue de théâtre, et ils sont effectivement typographiés et pas écrits à la main. Là, pour moi, d'avoir une case, en fait, le texte est quasiment sur des cases et écrit à la main, et ça permet de dire, en fait, le langage, c'est aussi une image, de même que l'image, c'est aussi de l'information, d'essayer d'inverser les rapports de hiérarchie, de valeur. C'est très intéressant. Du coup, tu t'es quand même arrêté sur une espèce d'entre-deux, entre la BD sans texte. Il y a une inertie parfois aussi de devoir bien faire comprendre ce que je veux raconter, et en même temps décider de pas partir dans une BD plus classique. Enfin, je trouve que pour le coup l'entre-deux marche très bien. Donc merci beaucoup pour cette réponse, c'est super. J'ai une autre question qui a un petit peu attrait encore une fois à la technique, mais je trouve que c'est un peu réducteur. Quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ton travail, parce que c'est quelque chose auquel je suis très réceptif, c'est que tu travailles à la peinture. Oui. Et outre le fait que je serais curieux de connaître ta technique, avec quoi tu bosses, je t'ai entendu dire gouache tout à l'heure. Oui. C'est ça? Donc c'est de la gouache? Oui. Donc pas que. Pas que. D'accord, parce que c'est vraiment pas la technique la plus facile pour. Enfin, il y a de l'aquarelle aussi, il y a des techniques à l'eau, j'ai vu sur certaines cases. Encre et gouache. Encre et gouache, d'accord. Ouais. Mais du coup, donc voilà, ça c'est très intéressant. Et du coup, je trouve que ton utilisation de la peinture est vraiment justifiée dans le sens où, notamment en termes d'ambiance, en termes de plasticité, etc. Mais j'ai mis quelques cases notamment que je trouve hyper intéressantes. Là, par exemple, elle est devant son téléphone, et il y a donc là une technique encréo, je suppose, où tu as vraiment mis beaucoup d'eau. Ouais. Et pour moi, je l'ai vu comme si elle était en train de tomber dans le sommeil. Et j'ai trouvé ça génial qu'un élément de forme pure vienne raconter quelque chose de narratif, et qui peut-être traduit mieux que n'importe quoi d'autre ce sentiment un peu vaseux. Enfin, moi, je suis toujours très fasciné quand la forme arrive à transmettre le fond, et que tu n'as pas eu besoin de dire « regarde, elle s'endort », mais je le comprends par ça. Et du coup, il y a eu un autre moment un petit peu similaire là aussi où tu utilises vraiment un peu l'aléatoire de la peinture à l'eau avec les volutes bizarres que ça fait, et puis aussi tu vois la façon que les gouttes de sueur elles sont vraiment très marquées. Enfin, il y a quelque chose d'assez plastique, je sais pas forcément comment le dire autrement. Cette couette qui devient un peu un motif abstrait. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Et puis il y a aussi à la fin, c'est pas forcément spoilé, mais il y a aussi carrément de la nature, il y a des trucs et je vous ai mis, pour compléter avant de te laisser répondre, 4
double page, mais qui sont, comme tu m'as envoyé gentiment les trucs avant impression, vous n'avez pas le scan avec la barre au milieu qui sépare, mais il y a carrément donc, des tableaux, enfin moi je le vois un petit peu comme ça, et qui sont en plus assez mélancoliques quand on les regarde à part, comme ça, tu vois, il y a quelque chose d'assez assez triste. Et un petit détail que j'ai remarqué en mettant des images dans la présentation, c'est qu'à la toute fin, la peinture recouvre les cases, les gouttières, enfin je sais pas si on appelle ça des gouttières, le blanc autour des... En fait, ça devient une espèce de all-over à la fin, et qui t'amène une espèce de respiration, etc. Donc, ça fait beaucoup de questions en une, mais quel est ton rapport à la peinture? Pourquoi est-ce que c'est ça que tu choisis pour t'exprimer et pourquoi c'est aussi bien? Voilà, c'est un peu la question. Merci pour cette question, pour ces questions. Et non, je suis contente parce qu'on fait les choses et puis on se demande si c'est vu, c'est perçu et tout. Donc, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a un œil là-dessus. En fait, en plus, l'aspect pictural, c'est-à-dire l'idée que la matière elle-même de la peinture devienne un moteur, effectivement un vecteur d'émotion, d'information, c'est l'endroit vers lequel je vais me tourner là dans mes prochains récits, quoi. De me dire, en fait, moi j'ai commencé à la peinture, je faisais dans Fantasma, je disais c'est de la peinture au numéro, c'est-à-dire je faisais des aplats. Alors non, il se trouve que je faisais pas les numéros, mais je faisais des aplats et j'étais là, ok, la peinture c'est trop compliqué. Et donc c'était ma manière de commencer en disant, ok, ça va être lumière-ombre, 2 couleurs max par surface, etc. Des couleurs assez franches et tout. Là, dans l'ENA, ça devient un peu plus pictural. Effectivement, t'as noté, il y a des envies de flou, des envies de... Ouais, c'est marrant ce truc des gouttes sur le visage, de la plasticité du visage de Léna. Quand le livre commence, Léna, elle a un visage un peu de Madone, très lisse. Pour moi, c'est un état comme une manière de parler de son état enfermé dans une forme de dépression dont elle ignore même l'existence, quoi. Et donc, il y a cet aspect un peu masque. Et après, elle devient poreuse. Alors, elle va pas forcément mieux, mais elle devient poreuse au sentiment. En fait, elle le vit dans sa chair. Elle vit le deuil, elle vit la peur. Et parce que moi, je doutais un peu du fait qu'on puisse faire transparaître des émotions. Et puis, je trouve que c'est une paresse aussi de dire on va vous montrer dans le film une personne qui sourit pour vous dire que ce moment il est bien, didactique, voilà, d'utiliser les visages pour vous expliquer ce que vous devez ressentir. Donc j'étais là, ok, ça n'arrivera pas. Et au final, cette manière de dire c'est le corps qui parle, quoi. Et ça, quand je vois ça dans les films aussi, quand il y a des acteurs et des actrices qui font ça, je trouve ça vraiment un rapport à l'énergie du corps, quoi. Bah ouais, parce que moi, pour le coup, c'était un prof dans ma prépa qui m'avait dit ça et j'avais mis du temps à comprendre, mais il insistait sur le fait qu'on pouvait traduire du fond par la forme, alors qu'on a souvent tendance un peu à les différencier. C'est qu'est-ce que tu veux dire et comment tu vas le dire. Mais en vrai, là où je trouve que les œuvres, lui, il trouvait que les œuvres les plus puissantes, c'est celles qui arrivent à te témoigner de quelque chose, d'un discours, sans qu'on ait besoin de te le dire. Et là, je trouve qu'il y a plusieurs moments où j'ai ressenti ça, de me dire, tiens, c'est vraiment dans la façon qu'elle a eu de le faire qu'il y a quelque chose qui se transmet et que ça se dit d'une façon indicible, puisqu'on passe par vraiment quelque chose d'abstrait qui est la peinture. Et pour autant, je trouve que c'est plus juste que ce que des mots auraient pu trouver. Et ça, quand on arrive à toucher ça, moi, ça m'émeut vachement. Et il y a plusieurs moments comme ça, quoi. Et puis la peinture, c'est aussi un truc qu'on maîtrise pas très bien, dans le sens où par rapport au trait, la peinture, elle fait un peu ce qu'elle veut. Il y a des taches. Surtout les techniques à l'eau, si je peux me permettre. Surtout les techniques à l'eau. L'encre, une fois que c'est posé, c'est fini. Et donc ça, toutes ces maladresses, en fait, elles créent du sens que moi, j'ai même pas anticipé. Et du coup, là aussi, il y a quelque chose qui m'échappe. Le truc des taches sur le visage, je l'ai fait consciemment, des gouttes sur le visage, mais c'est arrivé. C'était pas prémédité. En fait, je regardais plein de captures d'écran de films d'horreur et je voyais en fait ces visages cadrés très serrés avec ses yeux comme ça. Je trouvais ça qu'il y a du sang, il y a de la boue, il y a de la matière. C'est magnifique, il y a des brillances en fait. C'est presque sculptural, mais c'était pas prémédité. C'est juste j'avais besoin. Le récit avait besoin de ça. Et il y a des moments, on me dit incroyable cette tache, trop bien. On dirait qu'il y a une forme derrière. Je suis là. Ouais, je suis là. Oui. C'est beaucoup de travail. Voilà. Je te remercie beaucoup pour cette réponse sur la peinture. Et dans ce cadre-là, brièvement, est-ce qu'il y a des artistes peintres, pour le coup, qui t'ont particulièrement touché au point que ce soit quelque chose qui nourrisse de près ou de loin un peu ton travail, ou pas spécialement? Et t'es pas obligé de dire oui, pour le coup. Non. Oui, et surtout là, j'ai envie de parler des gens qui ont ouvert la porte à la
peinture en bande dessinée, parce qu'en fait, il y a des pionniers, des pionnières dans ce domaine. Et notamment, il y a Alex Barbier et Dominique Goblet au Frémoc. Et c'est vraiment... c'est papa et maman dans ma tête. On dira pas. Mais eux, ils ont pas inventé, mais ils ont vraiment porté à son apogée la peinture en direct, quoi. Et puis le côté... de renoncer à rien, j'adore cette idée, c'est-à-dire c'est vraiment des peintres et en même temps il y a vraiment un amour du récit et c'est indissociable, quoi. Donc j'avais une autre petite question. Donc on a parlé de la peinture qui du coup est une part importante de ton travail, mais il y a peut-être un continent caché encore peut-être plus important qui serait celui du cinéma. Là, les gens vont commencer à réaliser que t'es un peu bizarre et c'est trop bien. J'ai très hâte. Là, c'est le moment obsessionnel. Donc voilà, si mais vous voulez... moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, quand on a préparé tous les deux, tu m'as dit que tu avais un PDF où toi, tu avais mis énormément de sources. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que je me retrouve beaucoup là-dedans. C'est, on a l'impression donc que tu regardes un film. Et qu'à un moment tu mets pause et tu dis tiens là il y a un truc et que donc tu vas faire une capture d'écran, un photogramme que tu vas le ranger dans un dossier et puis que du coup tu vas ensuite les compulser, ça doit nourrir ton travail, etc. Et ma question c'était de savoir déjà comment ça t'est venu cette idée et qu'est-ce que à quoi ça renvoie comme processus pour toi. Est-ce que c'est un moyen de traquer tes obsessions? Est-ce que c'est simplement des références pour des cases? Et du coup voilà, je voulais savoir comment était née cette pratique et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, je pense que la pratique de capture d'écran, tous les autoristes BD longs, enfin, ou en tout cas, toutes celles et ceux qui regardent des films, parce que on fait des banques d'images avec tout et n'importe quoi, on travaille des matières premières, etc. Peut-être que le truc plus singulier, c'est déjà le fait de le faire beaucoup, depuis très longtemps. Et de les classer surtout par de le thématique, classer. ouais. En fait, le classement, ça crée quelque chose ça passe de « Ah, j'aime bien cette image. Ah, c'est joli. » Et ça, plein de gens le font, ou même, tu vois, sur Instagram, en fait, on fait ça. Ah, j'aime bien cette image. De la esthétique, quoi. Je la poste. Oui, voilà, tu vois. Ok. En fait, avec le classement, j'ai accès à une partie de mon cerveau que je ne me savais pas, que je ne savais pas qui existait, parce que c'est marrant, en fait. Je vois qu'il y a tout le temps des mains. Et du coup, pourquoi ça m'intéresse? Tiens, des mains qui caressent, des mains qui touchent. Des ongles, le rapport des ongles à la peau, le rapport des ongles au métal, où les mains, en fait, elles montrent aussi. Donc, les mains, c'est les objets qui nous permettent de tester le réel, quoi. C'est saint Thomas l'incrédule qui met ses doigts dans la plaie du Christ, quoi. Ouais, complètement. Donc, ça crée, du coup, ça fait émerger des choses qui étaient là, quoi. Je rebondis là-dessus, c'est très intéressant parce que moi j'ai tendance à faire un peu la même chose pour d'autres raisons, mais moi aussi je suis et j'avais noté dans ma question, moi j'ai une petite croyance personnelle qui me dit que si un film aussi pourri soit-il, même le pire Z que vous pouvez imaginer, si dedans il y a 3 plans que vous avez envie d'encadrer, c'est souvent le terme que j'emploie, tu vois, le mettre dans ta chambre. Pour moi le film est réussi, il mérite d'exister, parce que en fait bon déjà toute œuvre d'art est un miracle, même si elle est nulle. Donc ça, c'est la première. Donc il faut avoir une indulgence vis-à-vis de ça. Ouais, et parfois, il y a des gens qui, même en étant vont toucher une forme de grâce, tu vois, quelque chose où ce plan-là, il dit quelque chose, il me touche et je saurais pas forcément t'expliquer pourquoi. Donc mais j'ai pensé à cette phrase. J'aurais été moins sympa que toi, peut-être, sur les films, parce que moi, il y a des films où je prends les captures d'écran que je considère pas être des grands films. Par exemple, La main. Avec les gants et la déchirure là, c'est dans Harry Potter. Mais du coup, même dans Harry Potter, tu peux trouver. Le truc c'est que il y a aussi de la beauté dans Harry Potter. Ça, je fais pas la snob là-dessus. Moi, j'ai le postulat que les œuvres, elles sont plus intelligentes que les gens qui les font. Et que, en fait, parfois, même en voulant faire une œuvre hyper mainstream, très cadrée, etc., on laisse passer de la lumière et on laisse passer des choses qui sont de belles choses. Le fait que Dumbledore, il touche le tableau pour se prouver à lui-même et qu'en même temps, pardon, mais il y a un truc un peu sexuel dans cette image. Il y a une espèce de fente comme ça, avec cette main de vieillard, mais en même temps, c'est une main avec des bagues, donc on dirait un peu une vieille dame. Enfin, je trouve que voilà, il y a un imaginaire, quoi. Ouais. Alors j'aime bien ce que tu disais sur le fait que les œuvres peuvent dépasser ceux qui les font et je suis assez d'accord. Enfin, il y a presque une petite part de mystique là-dedans
t'adonnant au processus artistique, tu vas toucher à une espèce de noosphère, quelque chose qui peut-être te dépasse ou même attrait à une forme d'inconscience, c'est-à-dire que tu vas ressortir des choses dans ton œuvre sans forcément savoir pourquoi je fais ressortir ça, mais ça ressort. Et ce que je trouve aussi émouvant là-dedans, c'est que on va toucher à quelque chose qui s'appelle le trope, c'est-à-dire un motif. Par exemple, quelqu'un qui touche un tableau abîmé, c'est un trope et on va le retrouver dans plein de films, ou alors le tableau hanté avec les yeux qui bougent. Et en fait, il y a même un site qui répertorie ça, qui s'appelle TV Tropes et qui est fascinant parce que eux, ils vont te dire vraiment le dentiste qui arrache une dent et ils vont te citer 40 films avec quelle maman. Et donc, du coup, en fait, il y a quelque chose qui fait système presque un petit peu où tu dis, tiens, moi, ce que j'ai vu comme un élément d'un film, quand je les mets tous ensemble, est-ce que ça dit pas, j'exagère un tout petit peu, mais il y a un peu de ça, est-ce que ça dit pas quelque chose de notre humanité, quelque chose qui transpirait à travers la pratique de tous les gens qui créent de l'art? Et le fait est que dès qu'il y a la main, elle est en jeu, la main, elle a son existence, elle a une esthétique, elle a quelque chose qui, toi, va te toucher de façon transversale et en dépit de la qualité ou de ce que raconte le film. Du coup, outre la référence, toi, est-ce qu'il y a une espèce de poésie que tu vois là-dedans? Une fois que tu identifies, ok, je bloque sur les mains, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu travailles cette obsession? Déjà, il y a le fait que c'est pas un travail de référence parce que on peut jouer, on peut se demander de quelle main viennent ces films, voilà, et je pourrais vous dire ah oui, ça c'est dans Paul Schrader, nanana, machin. Mais en fait, il y en a où je me souviens même pas et c'est pas vraiment important. Moi, après, en fait, ça fait une matière première pour les dessins. Et après, je regarde, je me dis, ah ok, qu'est-ce qui m'émeut encore en revoyant ces images que j'ai collectionnées, que j'ai assemblées, etc. Donc, je fais une sorte de mémoire aussi avec ce truc-là. Donc, en fait, je farfouille, je suis là, j'ai déjà vu une femme devant un arbre, tac, tac, tac. Donc, je refais les 400 captures d'écran, etc. Donc, déjà, ça, c'est travailler les images, les voir, les revoir, les assembler, etc. C'est déjà, ça permet de se demander ce qu'on aime. Et après, où je suis, mais ça arrive peu, mais ça arrive que je prenne la capture d'écran de manière littérale, ça arrive que je fasse des montages avec 2 captures d'écran. Il y a plein de formes où je change les couleurs, où je change, où je me dis ah ok, toutes ces mains ça m'intéresse, mais en fait il y en a, je voudrais une main qui tient un œuf, il y en a aucune qui tient un œuf, donc allons trouver cette image, la fabriquer. Et là, je cherche dans Google, voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 2 entrées. Soit c'est le désir de faire une capture d'écran spontanée qui apparaît, soit je sais pour Léna, par exemple, que je vais travailler sur les tunnels, les femmes qui dorment, les machins, etc. Et là, je collectionne exprès, voire je vois des films où on me dit, va voir ce film, il y a plein de tunnels. Ça, je me retrouve totalement là-dedans. C'est passionnant. Et du coup, je rebondis. Ça fait un petit peu écho à ma question d'après. Là, je vous ai mis les catégories que tu avais mis dans ton PDF. Donc, il y a quand même énormément de choses. Il y a une partie non classée où là, du coup, t'as pas forcément encore exploré où le ranger dans une grande thématique. Mais je trouve ça génial. Alors, je vous ai pas mis toutes les images malheureusement, mais ce que je trouve fascinant avec ce document, c'est que on a assez rarement l'occasion d'explorer le champ référentiel de quelqu'un qui est artiste. Et du coup, moi, en voyant ce document, en plus dans le cadre d'une rencontre avec quelqu'un qui fait de l'art, et moi c'est quelque chose qui m'intrigue et me fascine énormément, je me dis tiens, c'est dingue de pouvoir voir quelqu'un qui quelque part non pas assume parce qu'il n'y aurait pas de mal à ça, mais qui m'envoie ouais j'ai pris 400 films et je compulse des œuvres des autres dont je prends volontairement. C'est comme si t'arrachais un cil d'un animal et puis tu dis tiens, je le mets dans mon herbier parce que il y a un truc comme ça qui est fascinant. Et donc ma question c'était de savoir quel rapport tu as toi à la référence, à l'hommage, à la citation. Moi dans Léna il y a plein de choses, je me dis tiens, ça pourrait me rappeler du Lynch, ça pourrait me rappeler des choses comme ça, mais à aucun moment je me suis dit tiens, là elle me dit c'est une ref à Citizen Kane, il faut comme tu le disais tout à l'heure. Mais du coup pour autant j'ai l'impression que tu as quand même une vraie tranquillité avec le fait de dire je me suis nourri aussi de plein d'autres œuvres pour faire vivre Léna. Donc quel rapport C'est même plus qu'une tranquillité, c'est un truc que j'ai tendance à revendiquer pour cette histoire de transversalité dont je parlais, parce que en fait je trouve que la démarche quand tu fais de la BD, de citer des films et de citer de la peinture, etc., ça infuse, enfin j'ai l'espoir que ça infuse l'idée que toutes ces œuvres, elles se parlent, elles communiquent, etc. Dialogue entre les artistes, quoi. Oui, en fait, et que ça hisse, si on veut, la BD à égalité avec les autres médiums. Donc, tu sens je rebondis là-dessus, mais tu sens que la BD, enfin dans ton quotidien, tu sens que la BD est un art moins valorisé ou ça change, enfin Oui, alors ça change, mais c'est vrai que encore, oui, bien sûr, encore maintenant. Enfin, tout ça, c'est récent, en fait, parce qu'on est là, genre, ah oui, c'est bon, il y a eu Johannes Farr aux Beaux-Arts de Paris, c'est fini, mais n'empêche que c'est pas le cas en termes de représentation symbolique, quoi. Bien sûr. Non, bien sûr. Donc, et même en termes de comment on est payé aussi.
Enfin, si on va aller là-dedans. Bien sûr. Et donc, toi, c'est une façon donc de marteler que oui, l'art se parle et que. Mais j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est que pour autant, les références ou les choses qui transpirent dans ton œuvre qui pourraient venir d'ailleurs, c'est jamais un truc, tu vois. Mis comme ça au chausse-pied, enfin c'est toujours très évanescent. On n'est pas dans de la on n'est pas dans de la non, parce citation qu'encore pure, une fois, j'aime pas trop. Enfin, je le fais de temps en temps et je le faisais plus dans Fantasma, ce truc avec l'île des morts notamment. Voilà, avec l'île des morts, d'appuyer un clin d'œil. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu un entre-soi, de dire vous l'avez pas. En tout cas, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, je veux qu'on puisse suivre l'histoire exactement de la même manière. Donc ça m'intéresse pas. Et après, donc voilà, la démarche de la transversalité, je trouve ça intéressant. Et j'ai été moins à l'aise avec le fait que parfois j'ai l'impression qu'on dirait des BD d'autres gens. Ça, je trouve ça plus délicat. Et surtout des BD de gens pas morts, c'est compliqué, tu vois. Ils sont morts, ça va. Ah oui, ça, on peut copier passe. quand ils sont morts. C'est les ayants droit. Bon, bref, c'est un autre débat. Merci beaucoup pour ça. Les ayants droit apprécieront. Alors, on va parler un petit peu plus d'horreur, entre guillemets. Et là, je vous ai mis quelques images. C'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans ton travail. Et peut-être aussi une des raisons... parce que moi, j'avais fait une vidéo sur l'abstract horror et sur l'horreur qui jaillit de choses qui sont pas identifiées comme étant des grands classiques horrifiques, le monstre, le meurtrier. Enfin, là, il y a vraiment quelque chose qui passe par le quotidien, par quelque chose de prosaïque, je sais pas si c'est le bon terme, mais quelque chose de l'ordre de. Il y a rien de absolument fantastique, en tout cas dans les 3/4 de la BD, il y a des petites choses plus fantasmagoriques, légèrement monstrueuses, mais globalement ça passe beaucoup par cette prise électrique que j'ai trouvé hyper intéressante, les câbles, même des câbles qui deviennent presque des. Ça m'a rappelé la scène des serpents dans Indiana Jones, tu vois, il y a un truc assez grouillant, et puis ce téléphone qui se met à fumer. Les boîtes dans Fort Boyard. Oui, voilà, tiens, tout à fait, les maîtres du temps, tout ça. Et du coup, voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu passais donc par des choses du quotidien et que tu crées, pour moi, une forme d'horreur un peu existentielle, dans le sens où on sent que c'est son mal-être qui quelque part se manifeste, etc. Et j'aurais bien aimé que tu nous parles de ton approche de l'angoisse et pourquoi tu as fait ce choix de pas aller vers quelque chose de frontalement horrifique, mais de passer par une forme de détournement qui empoisonne la BD. Quel a été ton rapport à l'horreur, entre guillemets ? Je pense d'abord c'est un regard de spectatrice parce que moi les œuvres qui me touchent c'est beaucoup des films qui nous commencent dans un espèce d'univers plausible et puis qui partent ailleurs. Et, enfin, je parle souvent de ce film de Lynch, Inland Empire, qui fonctionne un peu sur ce système-là. Je trouve ça parfois plus angoissant l'idée que les choses soient pas vraiment là, qu'il y ait pas vraiment de méchants et qu'en fait on sait pas très bien d'où vient le problème. Oui, c'est beaucoup plus angoissant pour le coup. On n'arrive pas à identifier la source du mal, quoi. Okay. Ouais, quelque chose de désincarné, qui n'est pas s'il y a un loup-garou, du coup la cible elle est claire, elle est faite de poils, on peut la tuer. Oui, dès qu'on voit le monstre dans un film, il fait plus tellement peur, entre guillemets. Voilà. Ok, je comprends. Et là, on est toujours dans ce flottement. Ça vient plutôt de ton amour, toi, pour l'horreur dans les films que tu regardes, d'avoir quelque chose de plus diffus, de plus angoissant que frontalement monstrueux ou. Ouais. Et puis aussi, moi, je vois quand je suis angoissée, alors je n'ai pas d'hallucinations, mais comme c'est dans un état de qui-vive un peu, parfois j'ai des moments où sur le hors-champ, tu vois, l'angle des choses, on a l'impression je me dis, non, c'est pas ça. Ouais. C'est plutôt cet état-là de. Et si. Ouais, voilà, c'est ce truc-là ce sentiment-là que je voudrais retrouver. Mais en fait, c'est marrant parce que là, je viens de dire 2 mots sans trop me rendre compte, mais il y a vraiment, en fait, une revisite de la hantise quelque part. C'est-à-dire que là, il y a eu un décès, sauf que ça passe par quelque chose de très solitaire, d'assez triste, où on sent qu'elle est seule, que personne n'arrive trop à comprendre. Et elle se met le fait qu'elle veuille réparer absolument l'électricité alors que ça devient très vite un bordel. Ouais. Enfin, il y a quelque chose où elle s'enfonce un peu. Ouais, il y a un truc dans les films que j'adore, c'est la figure que j'appelle dans ma tête I can fix it. Tu vois, le personnage qui est là genre non mais ça va, je vais le résoudre, mais il prend un problème émotionnel à travers un prisme complètement matériel et du coup ça devient absurde en fait. Et c'est les personnages qui se veulent le plus rationnel, c'est genre le flic qui veut tirer sur le fantôme quoi. Là genre oui. Voilà, et donc Léna c'est un peu ça. Et aussi j'avais en tête plein de films comme ça où il y a une héroïne qui va pas bien, donc on doute de sa santé mentale, etc. Et le monde dans lequel elle vit est en fait un espace mental. Alors, une autre petite question, un peu dans cette idée de soustraction, j'aurais bien aimé t'interroger sur la question de liminalité.
Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de liminal spaces, enfin de liminal space. Et du coup, l'idée, c'est de souvent prendre la photo d'un lieu du quotidien. Là, vous voyez des salles de conférence, un RER, un endroit où on récupère les bagages dans un aéroport. Et en fait, c'est une esthétique qui est née, à la base un peu photographique, qui est née de décontextualiser ces lieux du quotidien et de les montrer vides et de montrer une sorte d'angoisse très moderne qui ressortirait de ça. Donc à la base, c'était plutôt un travail photographique. Et puis assez vite, les gens sur le net, notamment, s'en sont emparés pour créer de la fiction parce que ils percevaient une nouvelle forme d'angoisse très diffuse, liée vraiment à la disparition plutôt qu'à la présence. Et du coup, il y a toute une espèce d'esthétique qui s'est créée comme ça. Donc, vous avez forcément entendu parler des backrooms, probablement, ou des choses comme ça. Et donc voilà, j'ai mis quelques photos aussi là, un petit peu plus d'intérieur. Tu vois, suburban horror. Voilà, mais je me dirais bien que ça te plairait. Et du coup, je me suis permis de mettre typiquement quelques planches de la BD, où pour le coup il y a vraiment alors du coup je sais pas si c'était une notion, ça m'intéresserait encore plus que tu n'en aies pas eu vraiment, c'était pas vers ça que tu voulais aller. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu mets toi dans ce vide. Est-ce que déjà c'était une esthétique que tu connaissais, et si oui, est-ce que tu l'as maniée, ou au contraire c'était quelque chose qui vient d'ailleurs, ou quelque chose qui t'est personnel, ou qui dit quelque chose de précis? En fait, j'ai commencé il y a longtemps à m'interroger sur l'absence de personnages. C'est plus, moi je le pensais plus comme ôter quelque chose que comme les espaces en soi. Et c'est plus tard que j'ai vraiment réfléchi sur les espaces. Mais ça fait longtemps que je bosse là-dessus. Et en fait, quand j'étais à l'école, j'ai fait mon mémoire de fin d'études, c'était sur la BD sans personnages. Voilà. Donc je me posais la question, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est souhaitable que ça existe? Qu'est-ce que ça raconte? Et donc, il y a quelques occurrences, le corpus, il est court. Hein. Et en fait, dans tout mon travail, je me demande tout le temps, est-ce que le personnage, il est nécessaire? Est-ce que le personnage, il est là comme un doudou, comme un avatar pour nous protéger du fait que c'est nous qui sommes acteurs et actrices, en fait, de l'histoire? Et en fait, c'est comme une sorte de personnage tampon, quoi. Du coup, il peut s'en prendre plein la tronche parce que, et c'est pas nous, quoi. Alors que là, c'est toi qui regardes. Alors que là, dans voilà, la pièce, c'est ça le désir que j'ai quand je fais des images comme ça, c'est de dire on est responsable des images, c'est nous qui les regardons, surtout en BD où c'est toi qui active la tourne de la page, où c'est toi qui crée le récit, c'est une volonté d'impliquer qui fonctionne ou pas. Après, en BD, j'ai eu plein de problèmes parce que à la base, Léna devait être totalement en point de vue à la première personne. D'accord. Et je me suis dit, ah oui. On l'aurait pas vu, quoi, carrément. On l'aurait pas vu. Et là, j'étais là, ok, intense, un huis clos. il y a quasi intense. pas de texte. Vous allez galérer, mais en même temps, après. Vous allez en chier. Ouais, non. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on la voie, que ce soit incarné aussi, parce que cet avatar, on en a besoin aussi. Mais il y a plein de moments où on voit les mains. J'aime beaucoup ce truc-là que le jeu vidéo a. Et en cinéma, on a la caméra à épaule et on a le souffle. On a le son. Ah, vous êtes où? Machin. Et donc, Léna, ça découle vraiment de tous ces questionnements. Mais donc, je le pensais pas tellement en termes d'espace liminal. Et après, pour revenir sur les images que tu montrais, ou comme dans ton livre, tu parles des images de Corée du Nord, en fait, l'espace liminal, je trouve qu'il est assez politique, parce qu'il parle de comment les humains construisent des lieux qui sont inhospitaliers, qui sont... je le vois même un peu, qu'est-ce qu'on laissera de nous, tu vois, il y a une espèce de truc de rapport. Qu'est-ce qu'on laissera de nous, aussi, comment... C'est nos pyramides, ça, ok? Ouais, truc de ouf. Pourquoi les hôpitaux, les crèches et les prisons, c'est pareil, quoi. Enfin, c'est des couloirs avec des portes coupe-feu. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit aussi de la mondialisation de l'Occident? Ouais, non, bien sûr. On peut aller loin là-dessus, quoi. Non, mais les non-lieux, c'est un Marc Auger qui était un ethnologue, je crois, et qui du coup a le premier à avoir théorisé ça. Et lui, il le voyait vraiment comme le produit de la surmodernité. Ouais. Et tous ces lieux qu'on produit, qui en fait, une fois qu'on enlève le fait qu'on passe dedans pour aller d'un point A à un point B, il montre la vacuité quelque part de nos sociétés. Enfin, il y a un truc assez terrorisant. Une fois que tu te dis, bah oui, c'est un lieu qui sert à ça, il sert à quoi? Et il y a une forme de vide assez existentiel, angoissant là-dedans. Oui. Quoi. Et de notre rapport au temps aussi, comme si, des salles d'attente éternelles où il y a que la finalité qui compte et jamais le voyage, jamais la démarche, tout le temps le rapport productif. Enfin bref. Non, puis là, on a aussi l'absence de la mer qui du coup, il y a vraiment aussi quelque chose qui plane en fait dans ce vide aussi de l'absence qui crève l'écran, quoi. Ouais, en fait, voilà, dans ce bouquin-là, il y a quelque chose de quand même beaucoup plus. Enfin, moi, j'ai un univers beaucoup plutôt sur l'intime, l'espace de la maison qui pose vachement question parce que il y avait toute cette référence aux films de maisons hantées, mais souvent les maisons hantées, il y a des espaces, il y a des greniers, il y a des caves, etc.
Bah là, j'aimais bien que ce soit un truc de plein pied. C'est une espèce de boîte à chaussures, en fait. Vraiment, cette maison, il y a 2 pièces. Ça parle aussi de la modestie de cette famille, la modestie financière, j'entends. Mais l'idée que ce soit sans mystère et que du coup, il y a un mystère dans cette espèce d'inframince des murs. Alors ça, je l'ai volé dans Brasil. D'accord, trop bien. Les tuyaux dans Brasil, alors que eux, ils y vont. Enfin, en vrai, si j'étais allée au bout, il y aurait presque eu aussi de la merde dans les tuyaux, quoi. Là, c'est de l'électricité. Et puis l'électricité, il y a quelque chose de moins grotesque et surtout de quelque chose de dangereux dans l'électricité et d'ambivalent dans le sens où on en a besoin pour s'éclairer et tout ça. Et puis dans le rapport à son mec, il lui dit t'es sûr que tu veux le faire et tout. Il y a tout plein de choses hyper intéressantes aussi ce que ça raconte d'elle de vouloir le faire. En fait, c'est à moi de m'en occuper. Enfin, j'ai trouvé ça assez touchant. Oui, parce que il a pas tort d'une certaine manière. Effectivement, qu'est-ce qu'elle fait là toute seule? Mais c'est pareil, lui, il est un peu, il est beaucoup trop rationnel. C'est-à-dire que on s'en fout. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est elle va pas bien et elle le sait même pas. Et qu'est-ce qu'on est intelligent émotionnellement, quoi. Et il y avait un moment où elle retrouvait aussi dans les récits, où elle retrouvait son copain. D'accord. Et il y avait une autre maison qui était la maison. En fait, elle tombait ça aurait été intéressant aussi, mais elle tombait dans une autre maison qui est plus la maison de la mère, mais la maison du couple. Voilà. Avec l'espèce de passage. Ouais. Et en fait, je me suis dit bon, on va. Ça a été un moment pas forcément agréable que j'ai fait traverser. Donc moi, j'avais envie d'un récit où le personnage à la fin, c'est toujours dur, mais c'est dur vrai. C'est plus le déni, c'est plus tout va bien, je vais réparer. C'est on en chie. Et c'est pour ça que c'est devenu un espèce d'hiver à la fin aussi. J'aimais bien ce glitch de. Alors il y a l'idée que peut-être qu'elle a passé 4 mois dans cette maison, mais peut-être aussi que c'est rude, il faut se couvrir, mais on respire. Et du coup, voilà ce que tu remarquais avec les pages. Les pages, elles s'ouvrent, le champ. Il y a du hors-champ. On peut sortir du bouquin en fait. On n'est plus prisonnier de la rigole, quoi. Mais ça, je m'en suis voulu de pas l'avoir vu au premier truc, mais à la deuxième, ça m'a frappé en disant mais oui, bien sûr. Et du coup, je rebondis 2 secondes, je l'ai pas vu, donc c'est pas forcément très intéressant, mais je crois qu'il y a un film de Soderbergh ou qu'il a produit récemment qui s'appelle The Presence, si je me trompe pas, et c'est vu du point de vue d'un fantôme. Ouais. Mais avec un truc très naturaliste, pas spécialement. Enfin, de ce que j'ai vu des quelques images, ça a l'air assez conceptuel, mais il y a un truc qui m'a un peu fait penser à ça. Ouais, c'est pas ouf. Ah, non, c'est pas bien. Alors, mais tu l'as vu en mode. Oui. Ok. Oui. Bon, oubliez ce que j'ai dit. Le pitch est bien. Lisez le pitch. Alors là, je vous ai mis 2-3 pages pour. Il y a un truc qui m'a pas mal touché, justement, qui est un petit peu lié à cette approche de l'horreur, c'est qu'en fait, il y a. J'aime pas trop le terme, mais un build-up, c'est donc une façon de faire monter quelque chose là qui est assez horrifique, assez dans la tension et tout, et sans forcément spoiler ou divulgacher. Mais souvent, ces montées horrifiques, tu les résous par quelque chose de touchant, de fragile, et donc qui moi touche beaucoup à une forme de mélancolie. Et en gros, moi, je suis assez friand de cette capacité à mêler quelque chose d'horrifique et quelque chose de triste, en fait, ce qui est assez peu exploré finalement dans le cinéma, en tout cas comme ça, par un côté très intérieur, très très émotionnel et touchant. Et je voulais savoir si c'était quelque chose de conscient et quel rapport t'avais dans ce curseur qu'on va placer entre le malaise et en même temps quelque chose qui va aller chercher ton lecteur dans quelque chose de fragile, de touchant et Enfin moi j'ai ressenti cette vibration. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, qui est voulu, comment tu le construis? Bien sûr, parce que dans les deux, dans la tristesse et la peur, il y a la vulnérabilité. Et être poreux, pouvoir être effracté par un sentiment, c'est terrifiant aussi. Donc, pour moi, c'est presque, c'est très proche. Ça va avec quoi, c'est quelque chose de naturel. Ouais. Et je trouve que dans le genre horrifique, on a tendance souvent à opposer, par exemple, horreur et mélancolie. Enfin, en fait, bon, ça, il y a plein d'œuvres qui explorent ces thèmes-là, mais aussi horreur et humour. L'idée que l'humour rendrait plus léger un film, et en fait il y a des films où il y a des scènes assez grotesques et ça décuple le côté terrifiant, je trouve. Les moments même dans L'Exorciste, en fait, on rit, mais on rit un peu triste. Dans Shining, on rit, mais on n'est pas bien. Ouais, t'es là. La scène où elle urine devant les amis là, qui joue au piano, c'est grotesque, et en même temps c'est hyper badant. Ça, c'est une des scènes les plus belles. Et même quand elle est toute verte et qu'elle vomit, et là, ta daronne en enfer, machin. Et ben en fait, on est dans un double truc, c'est-à-dire qu'on voit que c'est faux. Tu rigoles pas du tout, quoi. C'est ça. On rigole entre potes, t'as une espèce machin. de gêne, mais en vrai, t'es mal, quoi. Mais on n'est pas bien. Et encore plus parfois quand on sait que c'est faux. Donc toi, c'est vraiment un équilibre assez conscient que tu cherches dans. Je veux pas être dans la pure horreur ou le pur. Il y a cet entre-deux qui quelque chose qui toi te parle. En tout cas, moi, plus généralement, moi, c'est l'ambivalence que j'aime bien
que je cherche qui me fait plaisir. Donc oui, quand il y a de la peur, que ce soit pas que de la peur. Quand on va pas bien, la dépression, c'est aussi des moments ensoleillés, comme tout le bouquin, il est baigné de lumière, etc. Parce qu'en fait, on est bien. Ça commence de façon assez bucolique, même. C'est très. Ouais. Et en fait, cette espèce de faux soleil spot, c'est aussi ce truc où on est là. Non, mais ça va en ce moment. Et même, voilà, dans la peur, il y a du bénéfice, c'est-à-dire la peur, c'est la capacité d'être touché, d'être ému, voire de souffrir, quoi, en fait. Ouais. Donc, tous les paradoxes comme ça me plaisent, quoi. Et alors, il y a ce crabe aussi. Je me retiens de te dire qu'est-ce qui symbolise pour toi, mais je veux pas le savoir parce que je trouve ça cool qu'on réponde pas à tout. Mais il y a un crabe qui est très intéressant et qui est pas une figure horrifique très utilisée. Et je trouve ça assez génial d'en avoir fait un truc assez central. Donc, j'ai beaucoup aimé ce crabe. Alors, on en arrive aux 2 dernières questions. Et la question que je voulais te poser, c'était là-dessus. C'est la 4e de couverture. Et c'est une espèce de coupe carotte géologique de la maison. Enfin, je suppose que c'est la maison avec ce qu'il y a autour. Et puis, c'est cette coupe géologique qui montre quand même le noyau. Tu vois, t'aurais pu t'arrêter avant et mettre 2-3 taupes, quoi. Tu vois, t'as décidé d'aller jusque-là. Et ma question, enfin, c'est un truc aussi qui est un peu en filigrane. Il y a un petit fil infernal, en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu. Il y a une créature rouge, il y a quelque chose. Mais pour autant, à aucun moment on se dit bon, on est en enfer. Enfin, c'est quelque chose de très métaphorique et qui est fait à ta sauce. Mais j'ai quand même ressenti quelque chose d'assez infernal. L'enfer, c'est nous-mêmes, etc. Et du coup, quand j'ai vu cette 4e de couverture avec sommeil, une forme d'enfer, même s'il est naturel ici, mais il y a quelque chose sous la maison. Et je voulais étendre un petit peu, comme c'est quelque chose de très intérieur, de très sur le conjoint, la perte de la mère, comment se retrouver soi-même, comment avancer, etc. Est-ce que pour toi, l'horreur, quelque part, elle est au fond de nous, elle est dans la famille, elle est dans l'intimité? Pourquoi est-ce que quelque part, c'est dans cet écrin que tu es venu placer une angoisse très forte, quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Sur le côté diabolique, tu veux dire des réminiscences? Ouais, est-ce que l'enfer est dans la famille est-ce que ton rapport à la généalogie en quelque sorte? Non, mais... disons que la figure diabolique, moi, c'est un truc qui m'intéresse. J'ai un film de chevet un peu coupable, c'est L'Associé du diable. Ça va, très bien, t'inquiète. Il y a pire. J'adore. Et je l'ai beaucoup vu, et d'ailleurs, c'est un des premiers films. C'est ma sœur qui me l'a montré, d'ailleurs. On parle de famille. Et elle me disait, tu vas voir, il y a des trucs cachés dedans, tu vas voir le plan de métro, il est à l'envers, tu vas voir machin, etc. Et c'est le premier film que j'ai regardé, re-regardé, etc. En cherchant les trucs à l'intérieur. Génial. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et je pense que dans la figure diabolique, il y a plein de choses. Il y a l'idée que déjà, le diable, c'est souvent un humain ou quelqu'un d'humanoïde, en tout cas. Donc ça me plaît parce qu'il passe vraiment d'un bouc, d'un truc avec des cornes et tout ça, à un mec en costard. Il est souvent in disguise en plus. Il est là, il vient te voir, il te séduit, et puis on apprend que. Donc j'adore ce truc parce que c'est du fantastique discret et du fantastique du quotidien, quoi. Que c'est quand même une figure du mal. Que sous couvert d'un ton un peu léger et humoristique, c'est l'incarnation du mal par essence, et donc comment cette figure elle est incarnée à différentes époques, etc. Après, je pense que dans le cas exact de Léna, c'est pas forcément le mal qui est dans la famille, parce que ça traite pas. En fait, le personnage de la mère, il est ambivalent. La mère, il y a des moments où on a l'impression que il y a la méchante mère. Mais en fait, c'est le diable qui a pris sa place. Donc, on peut imaginer qu'elle n'était pas comme ça. À la fin, il y a un coup de téléphone où on a la gentille mère. Mais en fait, cette dame, elle devait être rien de tout ça. C'est notre manière de simplifier les gens qui sont pas là, parce qu'ils sont morts, ils sont pas là. En fait, cette figure horrifique, c'est plus la dépression, je pense. C'est plus un personnage qui incarnerait un rapport à la maladie aussi, parce que c'est une femme chauve. Je trouve que c'est une image qui est très très subversive. En fait, j'y ai pensé parce qu'il y a une drag queen magnifique qui s'appelle Sacha Velour qui revendique d'être une reine chauve parce que sa mère a été malade, et voilà. Donc ça, je trouve ça magnifique, quoi. Un vrai sens quand tu l'as fait derrière ça. Ouais. Et donc c'est l'idée de c'est la dépression, les poussées mortifères, c'est à quoi bon? Tu sers à rien, tu vois. Autant rester là, Enfin, c'est la staticité, quoi, pour moi, le mal. Ouais, et non, mais ça me va très bien, la dépression. Je trouve ça même encore plus cohérent avec ce qui est raconté dans Léna.
Et ça nous parle à tous, on va dire. Et j'ai une dernière petite question bonus. En tant qu'artiste, tu travailles en atelier, tu dois passer des heures et des heures avec les oreilles disponibles. Et je voulais savoir, est-ce que tu as un rapport, quand tu travailles, au silence, ou au contraire à la musique, ou au contraire peut-être que tu écoutes des émissions, etc. Et comme c'est des œuvres qui sont assez silencieuses, c'est pas le bon terme, mais tu vois, il y a une espèce de, comme ça, quelque chose d'intérieur, où les rares fois où ça parle, on a l'impression qu'on vient perturber une forme de silence. Et je voulais savoir si, dans ta pratique, est-ce que en l'écrivant, tu penses au son? Si oui, dans quelle mesure? Ou est-ce que parfois tu t'écoutes des choses qui vont tu te choisis des choses particulières d'un album à l'autre, t'écoutes des choses différentes, toi? Ou alors rien du tout, mais j'avais envie d'avoir ton rapport au son. Moi, j'aime bien travailler en silence. Parfois, j'arrive à l'atelier avec mes collègues d'atelier. Ils sont là, genre, oh, on éteint la musique et tout. Maïté va pas aimer. Ou alors, en fait, même parfois, le bruit des gens me dérange et j'écoute du bruit blanc. Ok, d'accord, ok. Très bien. Et j'écoute la pluie. J'écoute des 10 heures de pluie sur YouTube. Oui, sur YouTube, il y a des 10 hours. Oui, très bien. Ok, d'accord. C'est un peu des albums d'ambiance, mais que tu fais toi-même un petit peu. Ok, c'est très intéressant. Mais tu serais plutôt dans une optique de silence. Et parfois, j'écoute la radio quand c'est vraiment de la peinture plus mécanique. Ouais, d'accord. Mais quand il faut vraiment dessiner en réfléchissant ou écrire, je peux rien écouter. Très intéressant. Ok. Ouais, moi, je suis un peu comme toi, mais sauf que je peux pas écouter des choses avec des paroles, notamment si j'écris. C'est pas possible. J'ai envie d'écouter ce qui est dit, donc ce serait plutôt de la musique sans paroles. Ouais, mais même sans paroles, c'est compliqué. Très intéressant. Donc plutôt solitaire, monastique dans le Ouais. truc. Eh ben, il ne reste plus qu'à vous remercier infiniment d'être venu un vendredi soir et tout. Et merci à toi, c'était trop cool. Merci à toi. C'était trop bien. Merci. Merci beaucoup.